Comment définit-on la loi ? La loi se définit tout simplement comme l'ensemble des règles qui sont votées, qui sont adoptées par le Parlement. Par le Parlement, donc par les deux assemblées du Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. C'est tout simplement ça, une loi, une règle votée par le Parlement. Donc vous voyez que la loi définit un type de règle générale et le définit en considération de sa provenance. On dit la loi, c'est une règle, mais qui se singularise par le fait d'où elle vient. Elle vient d'où ? Du Parlement. A priori, c'est la norme la plus légitime. C'est la norme la plus légitime parce qu'elle est l'expression de la souveraineté du peuple telle qu'elle s'exerce à travers ses représentants à l'Assemblée nationale, au Sénat. Cette donnée, cette légitimité de la loi, on dit parfois cette majesté de la loi, a certainement une incidence sur sa mise en œuvre et sur le respect qu'on doit à la lettre de la règle législative, parce que cette règle emporte avec elle, est portée par une légitimité qui est supérieure, en tout cas aux normes infralégislatives, la légitimité parlementaire. Les questions qui tournent autour de la loi sont au nombre de 3. Comment le Parlement s'y prend-il pour produire la loi ? Comment la loi se produit-elle, s'écrit-elle au Parlement ? Ensuite, deuxième question, est-ce que la loi, est-ce que la règle législative provient toujours du Parlement ? Quelles sont, troisième question, les matières ? Quelles sont les matières qui relèvent spécifiquement de la loi ? Ces 3 questions. Comment s'écrit la loi ? La loi s'écrit-elle toujours au Parlement ? La loi, quelles sont les matières qui sont réservées aux législateurs ? Ces 3 questions, a priori, est-ce qu'elles nous intéressent, nous, vraiment en droit privé, où on s'intéresse à comment sont faites les règles et puis quelles sont les notions essentielles qui structurent notre ordre juridique. Autrement dit, est-ce que c'est intéressant pour nous qui étudions comment fonctionne cette pratique savante qu'est le droit, de savoir comment la loi se fait ? A priori, c'est plutôt une question de droit constitutionnel. Quelles sont les règles d'organisation de l'État qui déterminent la façon dont les lois sont faites ? Et mon collègue de droit constitutionnel, ou ma collègue, je ne sais plus, qui intervient dans ce groupe, le fera, vous en parlera, et le fera dans le détail beaucoup mieux que moi. C'est son rôle. Mais après tout, puisqu'elle le fera beaucoup mieux que moi, c'est pas la peine que je me fatigue à expliquer. Malgré tout, je ne peux pas ne pas en dire quelques mots pour 2 raisons. D'abord, il y a une raison, je dirais, de culture juridique générale. On ne peut pas être juriste sans avoir une petite idée de comment se fait la loi. Il y a un b.a.-ba qu'on ne peut pas ignorer. Et puis, seconde raison, celle-là les plus importantes. Dans la pratique juridique, l'un des principaux problèmes que l'on doit traiter, c'est l'interprétation de la règle. Sachant que la règle procède par définition, la règle utilise des catégories générales qu'il va falloir interpréter au contact des réalités. Comment va-t-on faire pour interpréter ? Bien, comment va-t-on faire ? On va regarder, pas faire que ça, mais on va regarder toutes les réflexions qui ont précédé, qui ont accompagné l'écriture de la loi.
Et donc, ce qui nous intéresse dans cette phase d'écriture de la loi, c'est ce qui s'est dit, ce qui s'est échangé avant d'arriver à la loi définitive. Ce qui s'est dit, ce qui s'est échangé avant l'adoption de la loi, puis sa promulgation par le président de la République, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est échangé, c'est ce qu'on appelle les travaux préparatoires à l'adoption de la loi. Et ces travaux préparatoires sont révélateurs de l'intention du législateur, et ces travaux préparatoires seront très utiles lorsqu'il s'agira d'interpréter la règle pour l'appliquer. Et si on a un doute sur l'interprétation, on dira, regardez, souvenez-vous de ce qui s'est dit avant, si telle règle a été adoptée, c'est pour telle et telle raison, ceci va diriger, va nous aider lorsqu'il faudra interpréter la règle. Donc je vais reprendre mes 3 questions. Comment on l'écrit? Est-ce qu'on l'écrit ailleurs qu'au Parlement? Et dans quelle matière il faut nécessairement passer par la loi? Mais petite lumière, ce qui m'intéresse dans ces développements, c'est essentiellement de savoir où sont les points, les temps de réflexion et comment se fait-elle. Je commence par l'article 39 de la Constitution et je montrerai ensuite l'article 45 qui nous donne quelques éléments assez précieux sur comment se fait la loi. L'origine de la loi vient soit du chef de l'exécutif, le Premier ministre, soit des membres du Parlement, soit donc de parlementaires qui décident de proposer une loi. Petit point de terminologie, lorsque la loi a pour origine le Premier ministre, donc le gouvernement, la loi prend d'abord la forme de ce qu'on appelle un projet de loi. La loi vient du Parlement, donc si c'est le ministre, si c'est le gouvernement du Premier ministre qui commence à l'écrire, ça n'est pas la loi définitive, il faut que la loi soit votée par le Parlement. Donc ça n'est qu'un projet de loi. Lorsque l'initiative revient à un membre du Parlement, ça n'est pas non plus une loi. Un député, un sénateur tout seul ne fait pas une loi, il faut une majorité. Donc c'est quelque chose qui est avant la loi. On dit que ce qui a été fait, ce qui vient du Parlement, s'appelle une proposition de loi. Donc avant la loi, nous avons soit un projet de loi qui vient du gouvernement, soit une proposition de loi qui vient du Parlement. Ce que nous dit cet article 39, c'est qu'avant, sachant que ce sont les projets qui vont plus nous intéresser, ce que nous dit ce texte, c'est qu'avant même que le projet soit proposé, soit soumis à la discussion des parlementaires, ces projets sont délibérés. Donc quand on délibère, ça veut dire qu'on discute en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État. Bien, ce petit bout en gras nous dit plein de choses. Délibérer, je viens de vous le dire, quand on délibère, c'est qu'on réfléchit sur le projet et généralement on écrit le fruit de sa réflexion. Il y a un procès-verbal qui est dressé de ce délibéré. Ce procès-verbal est assez formel, mais il synthétise, et c'est utile d'aller le regarder, on le trouve très facilement sur Légifrance, il synthétise ce que sont les intentions du gouvernement. Donc nous avons déjà une information utile sur les intentions premières du gouvernement. Délibéré en Conseil des ministres. Le ministre ne sort pas le projet de son chapeau, le ministre a fait travailler les services du ministère pour élaborer ce projet. Il a fait travailler sa haute fonction publique, mais pas seulement. La plupart des projets de loi sont discutés avec ce qu'on appelle les parties prenantes, toutes celles et ceux qui sont intéressés par le projet. Si c'est un projet qui concerne la réforme de la justice, comme il y en a eu un récemment, eh bien avant, il y a ce qu'on
souvent maintenant forme passage obligé des états généraux, où s'expriment les avocats, les magistrats, des représentants de justiciables, des universitaires. C'est leur rôle. Je vous expliquerai plus tard comment les universitaires juristes ont un rôle officieux mais attitré depuis de nombreuses années dans la fabrication de la norme. Et de ces multiples réflexions, il découle le projet qui sera in fine arrêté par le ministre. Il y a toujours une trace écrite de ces travaux préparatoires au sein du ministère. Et puis enfin, après avis du Conseil d'État. Les réflexions du Conseil d'État sont toujours circonstanciées, et là encore, et elles sont faites par des juristes chevronnés, là encore, elles éclairent la teneur, les tenants et les aboutissants du projet de loi. Donc nous avons déjà, en amont du projet de loi, 3 lieux qui permettent d'identifier les raisons d'être de la loi. En synthèse, ce qui s'est dit dans les délibérés du Conseil des ministres, et plus substantiellement ce qui s'est passé au sein de chaque ministère et ce qui se passe au Conseil d'État. Les avis du Conseil d'État sont accessibles publiquement sur le site du Conseil d'État. Ensuite, le projet de loi passe au Parlement. Donc tout projet ou proposition de loi, projet qui vient du gouvernement, proposition qui viennent des parlementaires. Il suffit de lire le texte pour savoir comment ça se passe. Alors on ne va pas le lire en entier tous ensemble, mais on va retenir quelques passages qui sont clés. Le projet est examiné successivement dans les 2 assemblées, donc Assemblée nationale, Sénat. Dans chaque assemblée, il y a là encore un travail préparatoire et un ou plusieurs députés et sénateurs font un rapport pour présenter le projet, la proposition, à l'ensemble des parlementaires. Ce rapport est circonstancié sur le contexte de la règle et sur ses raisons d'être. Donc là encore, même avant l'examen par les 2 assemblées, il y a déjà un travail préparatoire réalisé au sein de chaque assemblée pour permettre le débat, un débat éclairé sur le texte. Ces rapports, vous les trouvez sur le site Légifrance. Quand une loi nouvelle est votée, vous inscrivez le numéro de la loi, je vous dirai comment les lois sont numérotées, ensuite la loi sort, et puis il y a marqué « dossier législatif », vous cliquez dessus, et vous allez avoir le procès-verbal du Conseil des ministres, et les discussions, les rapports en Assemblée au Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Et puis ensuite, il y a les travaux préparatoires au cours duquel ont lieu les échanges. Les travaux préparatoires, donc ici les échanges entre les députés, les sénateurs, sont aussi riches d'enseignements. Si les 2 assemblées ne sont pas d'accord, ça n'est pas systématique, mais vous relirez le texte en détail, il est d'usage de réunir une commission mixte, mixte, on mélange des députés et des sénateurs, paritaire, on les mélange à parité, autant de sénateurs que de députés. Et cette commission paritaire tente de trouver un texte commun. La commission paritaire va rendre compte de ces échanges et de son travail. Là encore, le rapport de la commission mixte est significatif des intentions du législateur. Si on vote le texte de la commission mixte paritaire, cela voudra dire que tout ce qui s'est dit avant à l'Assemblée, au Sénat, méritera d'être examiné pour savoir où a voulu en venir le législateur, inspiré par le gouvernement, mais dont les propositions ont été complétées par les travaux parlementaires. Y a-t-il d'autres provenances de la loi
que le Parlement. Oui, il y a les lois référendaires, donc les lois issues d'un référendum, ce que prévoit l'article 11 de la Constitution. Il y a peu de référendums, il y en a eu beaucoup pendant un temps, et vous voyez que les référendums portent sur l'organisation des pouvoirs publics, les traités, et puis sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent. C'est cette partie-là qui peut nous intéresser comme juristes de droit privé. Juriste de droit privé, on s'intéresse aux rapports entre les personnes privées. Juriste de droit public, c'est l'organisation de l'État et les rapports entre l'État et les personnes privées. Nous, ce qui nous intéresse en droit privé, c'est les rapports entre les personnes privées. Bon, si on change l'organisation des pouvoirs publics, par exemple, on décide que le président sera élu pour 5 ans au lieu de 7 ans, c'est important pour la vie politique, mais pour nous, ça n'est pas une information déterminante. En revanche, s'il y a des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, cela nous intéresse. Le fait est qu'il y en a très peu. 2 observations. Première observation, si loi référendaire il y a, cette loi référendaire nous donne peu d'indications sur les intentions du législateur. Cette loi référendaire nous donne peu d'informations sur les intentions du législateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de travaux préparatoires, qu'il y a peu de discussions au Parlement et que la discussion qui précède l'adoption de la loi parlementaire, la loi référendaire, pardon, la discussion qui précède l'adoption de la loi référendaire est essentiellement le débat politique qui précède le vote. Donc il y a une thèse, une antithèse, et il y a un vote en faveur ou en défaveur du texte. Mais quelles sont les raisons d'être de ce vote ? On ne le saura jamais, sauf à l'imaginer. Est-ce que les électeurs ont voté plutôt pour la majorité qui propose ou plutôt pour l'opposition ? Est-ce que les électeurs ont voté pour le texte, contre le texte ? Mais quelles étaient les intentions réelles des électeurs ? Nul ne pourra les imaginer, elles ne sont pas écrites. Donc, pour le juriste de droit privé qui devra appliquer la loi référendaire, ce n'est pas la loi la plus facile à appliquer. Pour un juriste de droit privé qui va interpréter la règle, il vaut mieux une loi débattue en assemblée. Deuxième observation, il y a pratiquement pas eu de référendum sous la Ve République relative à la politique économique, sociale ou environnementale. Il y a peu de textes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est compliqué de faire débattre l'ensemble de la nation et d'organiser un débat structuré sur des réformes qui nécessairement comportent un volet technique. Donc on peut faire, levez le crayon, on peut faire voter les électeurs sur êtes-vous pour ou contre la retraite à 64 ans. On peut le faire, la question est claire. Sauf que, en réalité, une réforme du régime des retraites, c'est une réforme globale. Donc, c'est à la fois une question d'âge, c'est une question de coût, de financement, c'est une question aussi de montant des retraites. Vous savez, c'est une équation à trois inconnus. L'âge, la cotisation et le montant des pensions. On peut jouer sur les 3 registres. En réalité, le seul vrai référendum qui a du sens, c'est un référendum sur une loi qui traite l'ensemble de ces questions. La vraie question politique, c'est est-ce qu'on agite le levier de l'âge, le levier des cotisations, le levier des pensions. Donc le projet doit être, que la discussion soit complète, il faut que le projet soit complet. Et si le projet est complet, il va falloir commencer à entrer dans les détails
qui vont assez largement échapper, mais pas qu'aux citoyens lambda, aussi à nous. Si je dois rentrer dans le détail de la réforme des retraites, je vais devoir travailler 2-3 ans avant de pouvoir l'expliquer clairement. Donc, ce qui fait qu'en réalité, on va nécessairement, à un moment ou un autre, ne pas débattre de l'économie d'ensemble du texte. On va avoir un débat politique beaucoup plus simpliste, et c'est la raison pour laquelle peu de gouvernements se risquent à proposer des réformes relatives à la politique économique, sociale et environnementale. Il y a une autre source de règles, de normes générales, qui n'est pas le Parlement et qui donne des règles, des règles qu'on appelle les ordonnances, prévues par l'article 38 de la Constitution. Qu'est-ce que c'est? Là encore, prenez le temps de lire le texte, vous allez très vite comprendre. Vous l'avez compris, j'ai posé 3 questions. D'où vient la loi du Parlement? Comment la loi se fait au Parlement? Peut-elle se faire ailleurs qu'au Parlement? Et quelles sont les matières qui relèvent nécessairement de la loi? Ce qui veut dire, si on anticipe, désolé, je suis obligé de procéder ainsi, si on anticipe sur la 3e question, on comprend que certaines matières sont réservées au Parlement, à la loi, quand d'autres sont laissées au pouvoir réglementaire. Sauf qu'on est sous la 5e. Et que sous la 5e, malgré tout, la préférence est à l'exécutif, au gouvernement et au chef de l'État. Et donc, par moment, on se dit, tiens, ce serait bien si le gouvernement pouvait prendre de l'avance sur le Parlement, si le gouvernement pouvait lui-même faire les lois sans passer par le débat parlementaire. Et donc, le gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre des dispositions, des mesures, dit l'alinéa 1, qui sont normalement du domaine de la loi. Donc, dans ce dispositif, le gouvernement demande, en quelque sorte, une délégation du pouvoir parlementaire, de la compétence parlementaire de rédiger la loi. Et donc on demande au Parlement de voter une loi qu'on appelle une loi d'habilitation, une loi qui habilite, qui donne pouvoir au gouvernement de prendre lui-même et sans débat parlementaire des dispositions législatives. Alors attention, ça n'est pas totalement un blanc-seing. La loi d'habilitation fixe les points, les thèmes, et assez précisément sur lesquels le législateur pourra le gouvernement pourra intervenir sans l'aval préalable du Parlement. Et puis ensuite, il faudra que le gouvernement revienne devant le Parlement pour que soient ratifiées les mesures qui auront été décidées pendant la période d'habilitation. Et si le gouvernement ne le fait pas, eh bien, les ordonnances deviennent caduques. Est-ce qu'il y a pour ces ordonnances des travaux préparatoires? Oui, parce que les ordonnances sont prises en Conseil des ministres. Donc, il y a le procès-verbal du Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État. Donc il y a un avis du Conseil d'État et il y a généralement des documents ministériels qui expliquent le pourquoi des ordonnances. Enfin, dernière question. Dernière question, quelles sont les matières qui sont réservées aux législateurs? Alors, le texte décisif, le texte le plus important que je n'ai pas reproduit en entier, est l'article 34 de la Constitution. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, comme juriste de droit privé? La nationalité, l'État et la capacité des personnes. Régimes matrimoniaux, succession, pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. La nationalité, l'État et la capacité des personnes.
Je vous disais, à la fin du dernier cours, dans les effets de droit, il y a des prescriptions, il y a des habilitations, mais il y a aussi des déclarations. On dit qu'un tel est l'enfant de tel autre. On dit qu'un tel est national ou pas. C'est ce qu'on appelle l'état des personnes. Donc cette question de l'identité de l'individu est tenue pour une question essentielle qui ne peut être réformée que par l'instance la plus légitime, le Parlement. Quand une majorité politique veut remettre en cause les règles sur la nationalité, c'est un sujet qui fait débat dans le public. Ça n'est pas un sujet neutre politiquement. Donc, il est normal que l'instance légitime soit le Parlement et que cette matière soit réservée à la loi. Quand on touche aux questions de filiation, également de mariage, on est sur des questions sensibles. Est-ce qu'on autorise en France ou non la gestation pour autrui? C'est une question qui touche l'état des personnes. C'est une matière sensible. Donc, cela relève du Parlement. Ensuite, la détermination des crimes et délits des peines. Ça, c'est quelques mots, il faut les mettre en résonance avec la liberté. Qu'est-ce qui caractérise les peines qui sanctionnent les crimes et les délits? Les crimes sont les infractions les plus graves, les délits un peu moins graves et les moins importantes, les contraventions. Mais vous voyez, les contraventions, on n'en parle pas. Quel est le point commun entre les délits, les crimes et la liberté? Le point commun, c'est que les crimes et les délits sont assortis de peines d'emprisonnement. Donc, comme elles sont assorties de peines d'emprisonnement, elles sont assorties de peines privatives de liberté. La question de la liberté et des atteintes légitimes à celle-ci en cas d'infraction, surtout lorsqu'elles sont graves, cette question est évidemment une question débattue, une question qui touche de très près la personne. Il est normal qu'elle soit réservée au Parlement. Qu'est-ce que ça dit pour nous, juristes de droit privé? Bien, c'est que la question la plus importante en droit, c'est la personne. C'est la personne, qui elle est moralement, pas ce qu'elle vaut, qui elle est, et sa liberté, qui est l'expression essentielle de son humanité, qui est l'expression essentielle de sa dignité. Ce qui est essentiel, donc, en droit privé, ce qui concerne les individus, pas l'État, ce qui est essentiel, et c'est ce que nous dit l'article 34 dans cette liste, c'est la personne. Il y a une chose qui est très importante, mais qui est un peu moins importante, de telle sorte que le législateur a une compétence réservée, mais non plus sur l'ensemble des règles, uniquement sur les principes fondamentaux. Et ici, par principes fondamentaux, il faut comprendre les règles de principe. Donc, il y a des matières où, vous le voyez, le législateur doit intervenir, non pas pour fixer toutes les règles, mais pour fixer les règles de principe. Et puis ensuite, le détail sera fait par le règlement, donc par l'administration, donc en fait par les ministères. Qu'est-ce qui est important? Alors, la préservation de l'environnement est arrivée un peu plus récemment dans la Constitution. C'est une réforme, ça doit être la réforme avec les dates, je suis toujours un peu fâché. Loi constitutionnelle du 1er mars 2005. Mais avant même qu'on introduise l'environnement, qu'est-ce qu'on met? La propriété, pour les droits réels, vous mettez dans le même paquet, c'est les droits sur les choses, les obligations civiles et commerciales. Donc ça, si je la fais courte, c'est le pognon.
c'est l'argent. C'est les individus vus à travers leur patrimoine. Eh bien, la personne considérée dans son aspect moral, et aussi la personne considérée à travers son corps, donc la personne considérée de manière extra-patrimoniale, cette personne est tellement importante que toutes les règles qui la concernent sont visées, réservées à la loi. En revanche, la question du patrimoine des individus est certes une question importante, mais elle est moins importante. Les plaies d'argent ne sont pas mortelles. Elle est moins importante de telle sorte que le législateur se contente de fixer les règles de principe. Et enfin, le travail, le droit syndical et la sécurité sociale, parce que, on peut dire c'est un peu réducteur, mais que sans travail, il n'y a pas de patrimoine, en tout cas il y en a, mais un peu moins, c'est le travail qui crée la richesse. Et le droit du travail, le droit syndical et le droit de la sécurité sociale est ce qui permet aux individus d'avoir une assise professionnelle, une assise matérielle, c'est-à-dire suffisamment d'argent pour vivre, une assise professionnelle, une assise matérielle qui leur permet, qui leur donne la possibilité d'être des individus libres. D'être des individus libres. Cette dernière mention renvoie aux conditions matérielles de notre liberté. Mais vous voyez que la lecture qu'on fait en droit privé de cet article 34, c'est ce qu'il nous dit de ce qui est le plus important en droit. La personne d'abord, son patrimoine, ses conditions matérielles d'existence ensuite. Toutes les autres normes générales, c'est l'article 37 qui le dit, mais ce n'est pas la peine de l'écrire. Toutes les autres règles générales qui ne sont pas réservées, s'il vous plaît, qui ne sont pas réservées au Parlement, toutes ces règles générales sont arrêtées par voie de règlement. Toutes ces règles générales sont donc arrêtées par le pouvoir exécutif, donc par les administrations qui sont sous la direction des différents ministères concernés.